je me permets de prendre la parole. Je suis heureux vraiment de retrouver votre tribune, votre intérêt pour un sujet qui n'est pas un très grand sujet littéraire, mais c'est plutôt un sujet social et culturel. C'est l'histoire d'une femme qui avait au départ des cartes relativement mauvaises. Naître en 1880 comme fils d'un jardinier dans une fratrie de 10 enfants, et encore il y en avait 2 ou 3 morts à la naissance ou des fausses couches. Vous imaginez un peu les problèmes matériels, et sans sortir vers le haut, je dis chapeau. Et donc c'est cette femme-là que nous allons évoquer aujourd'hui. Anne Beffort, ici, dans une situation qu'elle aimait bien. Elle est née à la limite de la grande ville, mais elle aimait bien le Gringelwald et les Ardennes. Et je vais donc la présenter sous 3 aspects: sa vie, sa biographie. Il y a beaucoup de femmes dans la salle, vous allez pouvoir comparer. Vous allez surtout voir l'itinéraire difficile qu'elle a parcouru. Son œuvre, qui est relativement modeste, mais qui est quand même digne d'intérêt, et puis la survie d'Anne Beffort. Et je commence par son acte de naissance, rédigé en allemand. Elle est née donc le 4 avril 1880 à Neudorf, à Neudorf. Et à l'époque, Neudorf ne faisait pas partie de la ville de Luxembourg. C'était la commune, l'ancienne commune de Aich. Aich, wie mir so noch beste noch, Aich, Aich. Et plus tard, cette commune, en 1922, a été rattachée à Luxembourg, comme Hollerich et toutes les communes avoisinantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ici le père Dominique, écrit à l'allemande, avec un K. Il est Gärtner, et la mère s'appelait Marie Weber. Elle était née dans la même commune. Donc, 1880. Ce qui est intéressant aussi, les 2 témoins, Hubert Harles, Johann Goldschmidt, Tagelöhner, ce sont des journaliers, donc des ouvriers qui sont payés à la journée pour faire les travaux manuels. C'est dire vraiment que le point de départ social est minimaliste. Et elle aurait pu être à ma place professeur d'université. Voici le père, une des rares photos que nous avons de lui. Il mesurait 1,60 m environ. Il était tout petit, mais il était bourré d'énergie. Il est représenté ici, non pas comme jardinier, il était aussi garde forestier. C'était un chasseur passionné. Et à l'époque, le Gringelwald abritait sans doute encore plus de gibier que maintenant. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. On le rencontre souvent sur la route. Donc ici, il est représenté dans un second métier qui lui permet d'avoir des rentrées d'argent. Vous allez voir comment il gagne son argent. Je montre aussi sa signature, Beffort Dominique, avec l'orthographe française. Et nous allons voir que Anne Beffort aussi, elle alterne. Parfois, elle signe Anne en l'allemande, ou Anne, et parfois Anna, enfin Anne en français ou Anna en allemand. Voilà, je continue, je regarde la carrière de Dominique Beffort d'abord. Donc, il a fait une carrière militaire, ce qui est étonnant. À l'époque, au XIXe siècle, il y a le contingent fédéral, Luxemburger Bundeskontingent, à partir de 1843. Le Grand-Duché fait partie de l'Union des principautés allemandes. Nous sommes obligés d'avoir une armée. Cette armée n'est pas une armée complètement professionnelle. Elle est également alimentée par un tirage au sort. Donc les jeunes garçons sont tirés au sort, et si un fils de riche est tiré au sort, le papa, il va payer un remplaçant. Lui, il s'est porté volontaire. C'était un moyen de trouver du travail. Donc il a fait son service militaire. Il était caserné alternativement à Diekirch, où il y avait une caserne. La caserne est devenue le lycée classique, avenue de la Gare, où j'ai enseigné aussi. Et à Echternach, il était aussi. À Echternach, la caserne est tout bonnement logée dans un endroit que tu connais, l'ancienne gendarmerie d'Echternach, c'est-à-dire côté CAC, était devenue caserne en 1843. Donc c'est là qu'il a fait son service. Qu'est-ce qu'il a appris? Mais il était infirmier. Il a le sens de l'intervention humanitaire. Et vous allez voir, ça, c'est en 1868. 2 ans plus tard, il y a une guerre. Bon, le Luxembourg n'est heureusement pas concerné, mais lui va s'engager volontaire
sur les champs de bataille. Bon, c'est militaire Abschied, c'est un papier officiel lorsqu'il prend sa retraite de l'armée. C'est ce que les Français appellent la quille. C'est le jour en fait cela où l'on quitte l'armée. Bon, je continue. Il a fait la guerre de 1870 comme volontaire sur les champs de bataille. Et d'abord en Sarre, ça je ne le savais pas non plus, Napoléon III avait imprudemment déclaré la guerre parce qu'il s'était laissé provoquer par Bismarck, la dépêche d'Ems. Donc les Français sont rentrés dans la Sarre, ils ont gagné une toute petite bataille et ensuite ils se sont fait copieusement battre par les armées allemandes, prussiennes, sous l'égide de Bismarck. Je signale que Bismarck avait été ambassadeur à Paris. Il était parfaitement francophone, il avait tout compris de l'Empire français. Alors, je vous montre ici un document sensationnel, 4 pages. C'est dactylographié par une des filles de Dominique Beffort. C'est un récit en allemand sur ce qu'il a vu sur les champs de bataille en Sarre et surtout à Sedan et près de Metz. Je suis en train d'éditer ce texte avec mon collègue Jos Massard. Ce sera peut-être publié l'année prochaine. Ça fera 150 ans que cette guerre s'est terminée. Voici une photo que j'ai trouvée dans les documents de la famille Beffort, donc des blessés sur un champ de bataille en France en 1870. Et encore là, c'est une vision presque pacifique, anodine. Hein. Il décrit mais des choses épouvantables que nous voyons tous les soirs à la télé. Aujourd'hui, en Syrie, je ne vais pas énumérer tous les champs de bataille. Hein. Donc il a vécu cela. Il a aussi reçu un certain nombre de documents officiels. Alors vous me direz peut-être, mais ça, est-ce que c'est la Croix-Rouge ? C'est une croix, c'est Comité Luxembourg. Mais la Croix-Rouge, qui a été fondée par Henri Dunant en 1866, à Luxembourg, il faudra attendre le début de la Première Guerre mondiale, 1914. C'est la grande-duchesse Marie-Adélaïde qui, en personne, a fait fonder ce comité. Par contre, dans ce comité, il y a un très grand nom qui va apparaître, un médecin qui était né à Echternach et qui s'appelait Mayrisch. C'est le futur père d'Émile Mayrisch, futur président de la Croix-Rouge. C'est dans ce milieu-là que le jardinier Dominique Beffort a pu rentrer grâce à son engagement. Donc je ne vais pas détailler ici, mais ce qui est intéressant, les documents sont chaque fois rédigés en français et en allemand. Et il apparaît comme Gärtner zu Diekirch, à l'époque, hein, où il rentre dans le service de l'armée. Alors voici quelques-uns des clients très célèbres de qui il était le gardien de chasse. Voici quelqu'un que nous connaissons très bien à Echternach, Jean-Michel Feur, était tout simplement le premier président du séminaire de Luxembourg. Il se trouve que nous sommes ici dans l'ancien séminaire, le nouveau séminaire, mais l'ancien était près de la cathédrale. Hein. Donc Feur, grande famille bourgeoise d'Echternach. Un des frères de Feur était aubergiste à Echternach. C'est celui qui a reçu Victor Hugo en 1862 à l'hôtel du Cerf. Donc, le jardinier Dominique Beffort avait comme client des gens haut placés. Je regarde encore autre chose. Cette signature est archi-célèbre, Paul Eichen, président du gouvernement pendant presque 30 ans, qu'il connaissait personnellement, qu'il avait rencontré sur les champs de bataille en Lorraine. Donc vous voyez un peu, aujourd'hui on parle des réseaux sociaux, ça n'existe pas, mais il connaissait lui, à Luxembourg, les gens bien placés, qui avaient des chasses, qui avaient des terrains à administrer. Donc il savait se rendre indispensable et faire fonctionner ces relations. Et c'est grâce à Paul Eichen qu'il va réussir à obtenir un subside pour sa fille Anne Beffort, qui est très très bien douée, alors que les filles n'étaient pas admises au lycée, il n'y avait pas de lycée pour jeunes filles. Mais il a réussi à contacter Eichen pour que sa fille puisse faire des études. Voici la photo de la famille vers le début du XXe siècle.
Alors, vous reconnaissez peut-être ici le monsieur, ici, avec toutes ses médailles. Ça, c'est Dominique. Son épouse, Marie Weber, elle porte le bonnet de la femme mariée. Et la toute petite, là, ça, c'est Cécile. Et voilà Anne Beffort, représentée avec un livre à la main. C'est l'intellectuel de la famille. Donc, très rapidement, le chien s'appelle Rex, il ne faut pas l'oublier. La famille l'avait vendu à une famille à Paris. On l'avait envoyé à Paris, il a mis 3 jours pour revenir. J'aurais du mal à vélo, 3 jours, ça va, mais enfin, il faudrait faire un effort. Hein. Donc, bravo pour Rex. Ensuite, vous avez ici Jean-Pierre, qui est mort relativement jeune. Vous avez tante Josie. Ah, pardon, non, la mère de famille, elle est ici. Ça, c'est tante Josie. Anne Beffort l'a souvent évoquée dans ses récits. Donc, elle est probablement la marraine de la petite Cécile. Ensuite, Robert, il a eu un parrain célèbre qui avait le même prénom et qui était le voisin de la famille. Robert, devinez un peu qui c'est. Très connu, Robert Schumann, oui. Alors, Dominique, le voilà. Maria Beffort-Weber, la maman. Ensuite, Pierre, qui porte un fusil et qui a hérité de la passion de la chasse de son père. Ensuite, vous avez, comment elle s'appelle, Marie, pardon, Julie, Anne, Josie, qui est morte très jeune, et puis Fritz aussi. Donc voilà une famille très unie, 10 enfants vivants, mais il y a eu 2 ou 3 fausses couches, donc c'est vraiment une famille nombreuse. La famille m'a un peu résumé la situation. Donc, la plus aînée, l'aînée des enfants, c'était donc Joséphine, qui est née en 78, et elle est décédée en 56. La deuxième, c'est Anne Beffort, 1880-1966. Et c'est elle qui va jouer un peu à la mater familias, à la mère de famille, alors qu'elle sera célibataire, elle n'aura pas d'enfants, mais elle va un peu diriger la famille, on va dire. Elle pouvait être même parfois un peu autoritaire, hein, pour dire les choses, mais la famille était unie. Elle a géré la maison familiale que je vais montrer, de la montée de Clausen, et toute la famille régulièrement se retrouvait là-bas. Voici un document intéressant qui est rédigé en latin. Ah, il y a sûrement des personnes qui ont fait du latin. Donc, Robertus Beffort, die decimo quinto junii 1896, natus est, il est né donc le 15 juin, le 16 juin, iusdem mensis du même mois, baptisatus est, il a été baptisé comme Robert, fils légitime de Dominique et de Maria Weber, conjugum, c'est-à-dire des époux, ex Clausen, habitant Clausen, susceperun, c'est-à-dire en soulevé des fonds baptismaux. Alors vous avez le parrain Robertus Schumann, vous savez quel âge il avait? 9 ans, Robert, hein, c'était le voisin, 9 ans. Avec des familles nombreuses, il fallait chercher des parrains. Et Maria Beffort, ambo ex Clausen, tous les deux originaires de Clausen. C'est le petit cercle du voisinage. À l'époque, la famille habite encore près de l'église de Clausen, mais on n'a pas réussi à identifier l'emplacement. J'ai lu des centaines de fiches de recensement. Depuis 1843, tous les 3 ans, n'est-ce pas, l'État fait des relevés de la population, mais généralement, il n'y a pas de numéro de rue, et souvent, il n'y a pas de rue même. Hein. On met le nom de la famille, le Hausnum. Hein. Donc là, je ne pouvais pas identifier. Voici un document que Jeanne Thibault de Boulle, qui est là, qui est une des nièces par alliance d'Anne Beffort, m'a offert il y a quelques semaines. Alors c'est très intéressant, c'est un contrat d'achat sous seing privé. Ça n'est pas passé par le notaire, hein, c'est rédigé en allemand, c'était l'usage à l'époque, et c'est quand même enregistré. Donc c'est signé Beffort Dominique, mais dans le document, c'est Dominique avec K. Donc il y a toujours cette hésitation entre le français et l'allemand. C'est un contrat d'achat modeste. Ça porte sur 14 arts qui sont contigus à un terrain qui appartient au jardinier Beffort. Hein. Mais quand même, ça coûte 80 francs de l'époque. Francs or, Goldfranken. Hein. Ça ne vous dit rien. Je vous donne un chiffre.
À la même époque, 1871, bon, un peu plus tôt quand même, les servantes de Victor Hugo à Vianden étaient rémunérées à peu près 25 francs, mais elles étaient logées, nourries, blanchies. Donc je dis à peu près, ça devait leur valoir à peu près 50 ou 60 francs par mois. Donc c'est 2 salaires minimum qu'il a quand même payés. Hein. Donc il ne faut pas minimiser. Donc ça c'est la transcription, je l'ai transcrit, c'est facile. Et voici encore une fois la carrière de Anne Beffort. Alors évidemment, elle a fait les 6 années d'école primaire qui étaient obligatoires à l'école de Aich. Ensuite, elle a fait 3 années d'école supérieure et encore 3 années de cours supérieurs chez les religieuses de l'institution Sainte-Sophie. Bon, on la connaît encore. Hein, c'est une institution qui était tenue par des religieuses. Il n'y avait que des religieuses qui enseignaient. Alors ça soulève la question, est-ce que la famille Beffort était catholique, pratiquante, ou les deux? Bon, catholique sûrement, pratiquante un peu moins. Et elles avoisinaient d'ailleurs la cure, la maison du curé de Clausen, qui paraît-il n'avait pas toujours un comportement très catholique, si bien que le papa était assez distant vis-à-vis de l'Église. Pour Anne Beffort, la question se pose, est-ce qu'elle était pratiquante, croyante? Je réponds tout à l'heure à la fin de mon exposé. C'est à la fois l'un et l'autre, et le contraire aussi. Hein. Elle était critique, comme beaucoup de choses dans la vie, ça lui inspirait un peu de méfiance. Donc elle passe son brevet d'institutrice de 4e rang, c'est le début, ça lui permet d'enseigner, non pas dans la capitale prestigieuse, Luxembourg, mais dans les petits villages, et elle sera enseignante à Rietzen, hein, c'est la commune de Recking, canton de Esch-sur-Alzette. Ensuite, elle passe 4 examens pour accéder au 1er rang. Alors, le 1er rang comme instituteur ou institutrice, c'est déjà un très bon niveau. Et elle a énormément travaillé. C'est vraiment une bêcheuse hyper douée. Elle ne fait que cela. Elle est très orientée. C'est une étudiante modèle. Par contre, le terme étudiante ne convient pas puisqu'elle n'est pas à l'université. Elle ne peut pas y rentrer. Alors, en 1904, premier poste, ou de 1900 à 1904, premier poste dans le village de Reuttien. Et à cette époque, elle adresse une demande au président du gouvernement, donc Paul Eichen, qui va effectivement lui accorder un subside, alors que jusque-là, seuls les garçons obtenaient des subsides. C'est la première femme au Luxembourg qui a cet honneur, et évidemment, c'est mérité. Alors jusqu'en 1907, elle aura ce que nous, on appellerait, je suis fonctionnaire, un congé sans solde. Hein. Donc une interruption de service, et ça lui permet de faire des études universitaires de 3 ans. Bon, aujourd'hui, les jeunes gens qui rentrent dans mon métier, c'est Bac plus 5. Là, c'est Bac plus 3, mais je peux vous dire, le niveau Bac plus 3 qu'elle produit, c'est du très bon. Hein, j'ai eu des étudiants en doctorat qui n'avaient pas son niveau. Hein, c'est du très très bon niveau. Alors, 1 an, 2 semestres, elle fait des études à l'université de Münster, Westphalen, et ça c'est vraiment la surprise, Münster acceptait des étudiants qui n'avaient pas le bac, comme dirait en France, qui n'avaient pas le certificat de fin d'études secondaires. Je me rappelle, mai 68, j'ai vécu ça à Paris, a commencé par une des revendications, l'entrée à la fac sans le bac. La fac sans le bac, ça rime, hein, la fac sans le bac. C'était la première université, c'était Nanterre, en France. C'était donné comme une révolution, mais là, c'est beaucoup plus tôt que c'est arrivé. Donc c'est une chance pour elle, mais il n'y en a absolument aucun témoignage sur les cours qu'elle a suivis. Par contre, 2 ans vont suivre, 4 semestres, elle va s'inscrire à la Sorbonne, c'est-à-dire le nirvana. À l'époque, et même aujourd'hui, c'est vraiment le summum de la formation qu'on peut recevoir. Elle va passer son doctorat ès lettres après 2 années seulement à Paris, plus la première année en Allemagne. Je parlerai tout à l'heure de sa thèse. Voici le professeur qu'elle a eu, qui est mondialement connu, Gustave Lançon. Il avait un autre étudiant qui était originaire d'Echternach, le professeur Charles Becker, comme on dit en français, président, fondateur
des amitiés françaises d'Echternach. J'ai connu son fils, sa belle-fille, je connais toute la famille. Et donc, c'est grâce à lui qu'elle va passer son doctorat. Ce sera en 1908, et ce sera une thèse sur Alexandre Soumet, sa biographie et ses œuvres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Aussitôt, avec ce doctorat en poche, elle sera contactée par Madame Aline Mayrisch de Saint-Hubert, qui est en train de lancer l'idée d'un premier lycée de jeunes filles à Luxembourg. Après, Esch va venir, mais ce sera en deuxième lieu. Pourquoi le fait-elle? Mais parce qu'elle-même, venant d'une famille riche, très riche, n'a pas pu suivre d'études secondaires. Et évidemment, pas d'études universitaires, alors qu'il était très calé. Mais j'ajoute, Mme Mayrisch avait d'énormes qualités, mais par rapport à Anne Beffort, qui était très méthodique, très rationnelle, Aline était beaucoup plus, un peu chaotique, très intuitive. Hein. Mais ce sont deux femmes qui se sont rencontrées. Malheureusement, je n'ai aucune photo, aucun document où elles apparaissent ensemble, mais c'est la famille Mayrisch et Aline qui lui ont mis le pied à l'étrier. Alors elle sera engagée en 1909. Les premiers cours ont été donnés au Limpetzberg, dans l'école primaire. Ensuite, on va acquérir le terrain où il y a maintenant le lycée des jeunes filles, c'est-à-dire le Robert Schumann. Et ce sera à partir de 1911 un lycée d'État, du gouvernement. Par contre, Anne Beffort, qui n'a pas un certificat d'études secondaires luxembourgeoises, ne sera pas nommée professeure. Elle sera nommée après la Première Guerre mondiale. Il a fallu inventer pratiquement une loi pour lui permettre de rentrer. Et pour une fois, l'exception était absolument méritée. Voici une autre jeune femme, née à la même époque, la même année, 1880. C'est donc Marie Speyer. Elle est née à Vianden. Elle est morte très jeune d'un cancer en 1914. Son papa, à elle, était juge à Diekirch. Donc c'est le haut de gamme de la bourgeoisie. Donc les mérites de Mme Speyer peuvent sembler moindres, mais elle aussi, elle a poussé jusqu'au doctorat en Allemagne, dans une université allemande. Mais les deux carrières sont intéressantes à comparer. À Vianden, de la Grande Rue, vous avez le musée local, et dans la fenêtre, vous avez une photo de Marie Speyer. Il y a aussi une plaque qui est exposée. Ma collègue Germaine Götzinger avait présenté il y a quelques années une conférence sur Marie Speyer. Alors, Anne Beffort, elle va rentrer dans le système, disons, éducatif luxembourgeois. Elle va évidemment enseigner le français, mais bien d'autres matières, même le tricotage ou des choses comme ça. Elle faisait énormément de surveillance. Quand les jeunes filles sortaient, elle était la gardienne, comme son père gardait la chasse. Elle gardait les jeunes filles parce qu'il y avait quand même, disons, la séparation assez rigoureuse des sexes. Bon, elle va rentrer aussi dans le milieu intellectuel. Par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, elle va déjà publier dans le grand journal de langue française, l'Indépendance luxembourgeoise, qui est imprimé à la Place d'Armes. Vous reconnaissez le bâtiment, je vais vous montrer, c'est là où il y a l'hôtel de luxe maintenant. Donc voilà l'imprimerie où la thèse d'Anne Beffort sera imprimée en 1908. Voici, bon, vous connaissez le Place d'Armes, donc restaurant étoilé, Place d'Armes. Alors, quelques images. Anne Beffort était une enseignante engagée au service de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a des lycées qui vont faire, je ne sais pas, un stage dans les Alpes, un stage dans la mer du Nord, au Népal, que sais-je, en Afrique du Sud. Tout est possible aujourd'hui. Mais à l'époque, elle les emmenait dans le Sling. C'était déjà le Népal. C'était son idée. Il fallait que les anciennes soient réunies dans un cercle qui malheureusement ne fonctionne plus. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont été membres des anciennes du lycée de jeunes filles. C'est une idée à elle. Elle a poussé à la roue pour faire fonder. Elle a fait acheter le chalet à Kautenbach où des centaines de jeunes... Vous y étiez? Oui. Bon, j'ai quelques photos. Je suis à chaque fois déçu quand je vois le peu d'intérêt de la direction du lycée Robert Schumann. Rien, ça ne les intéresse pas, rien. Mais je dois dire que Marianne Werner, ma collègue,
est très intéressée, elle a plusieurs fois assisté. Mais l'association, malheureusement, n'existe plus. Il est vrai que la mixité a changé la donne. Voilà, je continue. Voici Ammendorf, un bel hôtel qui existe encore comme bâtiment, mais non plus comme hôtel. C'est le Grand Chef, où Victor Hugo a failli descendre. Mais il n'est pas allé parce qu'il pensait que là-bas, il pensait que lui était un communiste, ce qui n'est sûrement pas le cas. Mais toute la bourgeoisie d'affaires était au Grand Chef. Alors pourquoi est-ce que je montre? Mais dans les années 30, le Grand Chef, c'était l'adresse chic. Tous les intellectuels de la gauche libérale y fréquentaient, notamment Nicolas Ries, qui était professeur à l'école commerciale, c'est-à-dire le Young Lycée, qui était directeur des cahiers luxembourgeois, passait toutes ses vacances au Grand Chef. Alors là, nous sommes en 1934. Il y a des messieurs et une dame, Anne Beffort, qui vont fonder la Société des écrivains luxembourgeois de langue française. C'est en 1934. Alors, le fondateur, c'est Marcel Noppenay, qui a 3 ans de plus que Anne Beffort. Il est né en 1877. Voilà Anne Beffort. Elle regarde Nicolas Ries, qui est là. Ça, c'est Willy Gilson. Voilà Charles Becker, l'homme d'Echternach. Voilà Lacave, le professeur de Diekirch. Ça, c'est Joseph Hansen, le grand chantre de la francophonie. On l'appelait Jupp Hansen, Joseph Jupp Hansen. Voilà, donc c'est la chiqueria, comme on dirait, la grande élite de la francophonie de l'époque. Devant l'hôtel, il y a la statue du grand chef qu'on a découvert lorsqu'on a construit le bâtiment, et elle existe toujours. Je fais un saut, nous sommes pendant la guerre. Pendant la guerre, les Allemands, évidemment, ont tout réformé, ils ont mis la main sur l'organisation du lycée, le français est interdit, évidemment. Elle enseigne l'allemand, à contre-cœur, elle écrit très bien l'allemand, elle a une nièce, la fille de Cécile, la petite fille qui était sur la photo, c'est Annie, que je connais, et que c'est la cousine de Jeanne qui est là. Et donc elle lui écrit pendant la guerre, j'ai lu ses lettres, je suis né heureusement après la guerre en 1947, mais j'ai connu des gens qui ont connu la situation. Ça mérite publication. C'est-à-dire, on sait très bien que ce qu'elle écrit est surveillé. Elle dit, j'ai derrière moi un monsieur qui me regarde par-dessus l'épaule. C'est la censure. Et sur l'enveloppe, vous voyez toujours le symbole nazi. Et pourtant, elle arrive à dire des choses sur son état d'esprit. Donc c'est très émouvant. Tant qu'elle a été envoyée à la retraite d'office par les Allemands, alors qu'elle n'était professeure que depuis 1918. Ça ne suffisait pas pour une retraite convenable. Après la guerre, le premier ministre de l'Éducation nationale s'appelait Pierre Frieden, le grand humaniste chrétien, qui était lui-même sorti d'un camp de concentration nazi. Il savait ce que c'était. Donc, il a réussi à faire reconnaître les années perdues par Anne Beffort à cause du régime nazi pour l'intégrer dans sa carrière, et elle a pu prendre sa retraite en juillet 1945. Et voici une photo avec ses élèves qui lui avaient offert un livre, je crois que c'est sur du Rembrandt, et elle est tout à fait rayonnante. Voici encore une photo avec ici Madame Georgette Thierry, qui était l'épouse du journaliste Henri Blaise, qui a été un ancien du lycée du gymnase d'Echternach, qui connaissait Charles Becker. Donc tout le monde se connaît dans les milieux de la bourgeoisie libérale. Voilà. Et ce sont 2 neveux de Anne Beffort. Et là, nous sommes dans le Sling, près du chalet de Kautenbach. Une photo également officielle, un peu compassée en 1946, les adieux du professeur Auguste Auster et Anne Beffort au premier rang. Elle est évidemment à ce moment-là la doyenne. Mais encore une fois, quand on regarde les profils, les carrières, elle n'a pas exactement, disons, la même réussite, disons, en ce qui concerne les diplômes que ses collègues. Alors, je passe maintenant aux œuvres, à une première œuvre littéraire qui n'est pas d'Anne Beffort, c'est le travail de Marcel Noppenay, Victor Hugo dans le Grand-Duché de Luxembourg. C'est édité le 1er août 1948, lorsqu'on va réinaugurer
la maison de Victor Hugo à Vianden, qu'elle a contribué à fonder en 1935. Donc, je vais vous montrer des documents. Voici l'arrivée en 1948, Anne Befort avec son grand chapeau et sa robe à pois, Robert Schuman, Vic Abens, le député maire que j'ai encore bien connu, Robert Schaffner, d'Echternach que je connaissais très bien et qui était ministre de la Reconstruction, qui a financé cette reconstruction. Alors voici devant l'hôtel de ville, vom Stadthaus, wie sie zu feiern, so ein Stadthaus, Stadthaus aus Ley. Alors vous avez évidemment Robert Schuman, vous avez la Grande-Duchesse, vous avez le prince Félix, et bien entendu, il y a Marcel Noppenay et Anne Befort qui est derrière la Grande-Duchesse. Et vous allez voir, il y a une vraie complicité féministe entre les deux femmes. Elles s'entendaient, je crois, très bien. Alors je continue, voici toujours le chapeau d'Anne Befort et la tête qui écoute le discours de Robert Schuman, né à Luxembourg, et qui a commencé son discours en luxembourgeois et qui a terminé en français. Et même à l'Assemblée nationale à Paris, il pouvait parler luxembourgeois avec une députée d'origine luxembourgeoise, Schnucki André Meyrich, la fille d'Émile. Donc on est de nouveau dans le même cercle limité. À cette occasion, le 1er août, Robert Schuman va la décorer de la médaille du chevalier de la Légion d'honneur. Elle est très émue et nous avons hérité du document officiel. Vous voyez, il est signé par Vincent Auriol, le président de la République en personne. Voici le bijou, comme on dit. Elle en était vraiment très fière. Alors en 1935, quand la maison de Victor Hugo à Vianden a été inaugurée, on a créé ce livre d'or. Ce n'est pas du chocolat, hein, je le vois, c'est du cuir assez brillant. Et j'ai évidemment fait recopier, enfin j'ai pris une photo ici. À gauche, vous avez les signatures lors de l'ouverture en 1935, et à droite, vous avez les signatures au moment de la réouverture après la guerre. Hein. Alors on va découvrir ici, vous avez Félix et Charlotte. Vous savez que le souverain ne met jamais monsieur ou madame, il met le prénom. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez ici Bech, Jos Pech, qui est aussi en 1948. Jos Pech qui était alors, on dirait aujourd'hui, ministre des Affaires culturelles. Hein. C'était un... Comment est-ce qu'il faut le qualifier? Est-ce qu'il était à droite, à gauche? Est-ce que c'était un catholique ou un libéral? Tout cela en même temps, sans doute, M. Bech. Hein. Il a surnagé pendant presque 50 ans dans la politique luxembourgeoise et il a été généreux. C'est-à-dire, nous avons encore 3 dessins qu'il a fait acheter. Madame Befort lui disait, on a trouvé un dessin de Victor Hugo à Londres ou à Bordeaux, est-ce que vous pouvez l'acheter? Achetez-le. Donc, il a acheté. C'est lui qui, en tant que membre du gouvernement, a fait racheter la maison par la ville de Vianden. C'est-à-dire il a fourni les crédits pour que Vianden devienne propriétaire. La ville l'est toujours. Alors je continue ici. Vous avez encore Vigreux, ça ne veut dire plus rien. C'était le Charles Arendt du XXe siècle, c'est-à-dire l'architecte de l'État qui était en charge de la restauration. Alors je passe au 1er août 1948. Donc vous reconnaissez Marcel Noppenay, Bech et Pierre Bausch, qui est son beau-frère, et Anne Befort. Voilà sa signature. Ensuite, j'ai Robert Schaffner, une signature que je connais bien, puisque c'était mon chef scout. Alors là, nous sommes 2 jours plus tard, le 3 août, à Beaufort-d'Ange. C'est le château de Marcel Noppenay, qu'il a acheté avant la Deuxième Guerre mondiale, excusez-moi, dans les années 30, avec un pavillon, avec un étang. Et c'est là qu'il vivait un peu comme un personnage de Marcel Proust, en recevant les personnes qu'il voulait bien honorer de son invitation. Alors voici par exemple des signatures. Vous avez ici Anne Befort, vous avez Willy Gilson, vous avez Mado Pescator, qui est l'épouse de Marcel Noppenay, et il dit, ils étaient séparés par 40 années de différence d'âge,
il dit « Je lui ai racheté le château de son enfance ». Lui, il était fils de notaire. Bon, il avait de l'argent à dépenser, il le faisait. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre encore, il y a Pamers ici. Il y a Tony Pamers qui était un avocat qui a beaucoup aidé Noppenay, puisque Noppenay a dû faire Dachau, il a fait 3 ou 4 années de concentration. Et donc, l'avocat Pamers l'a aidé à retrouver, disons, une vie normale. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont toujours les menus de Noppenay, c'est de la cuisine française et de la gastronomie française. Il a quand même commis une petite erreur. Je suis fils d'hôtelier, je vais me permettre de le corriger. Il met champagne Bernard Massard. Non, Bernard Massard ne fabriquait pas du champagne. Il n'avait pas le droit de fabriquer du champagne. J'en ai eu des dizaines en main. Hein. J'aidais dans le service. Il disait, c'est du vin mousseux, méthode champenoise. Ça, c'était l'expression. Mais enfin, à la table de Marcel Noppenay, on savait recevoir. Voici une lettre encore intéressante qu'on vient de m'offrir il y a quelques mois. Ce sont 2 collectionneurs de Vianden, Epive et Paul Hoffman, des amis du château, qui ont trouvé cette lettre d'Anne Beffort. Elle est envoyée de Londres le 7 janvier 49, donc après l'inauguration du musée, à un monsieur qui n'est pas précisé, qui est un directeur. Je suppose que c'est le directeur de cabinet de Robert Schaffner, le ministre de la Reconstruction. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait, et j'ai lu le dossier. Elle était un peu comme Mme Colling, elle était toujours en train de pousser à la roue, elle relançait. C'est le seul moyen, Mme Colling, pour arriver à quelque chose de tangible. Donc j'avais beaucoup de points communs avec elle. Donc la lettre n'est pas sensationnelle, mais on voit que cette femme qui a l'air effacée, timide, était extrêmement résolue. Alors, pour montrer à quel point elle était populaire, pour le 50e anniversaire du lycée de jeunes filles de Luxembourg, on lui a envoyé une carte et ça coïncidait avec le 30e anniversaire de la fondation de l'Amicale des Anciennes du lycée de Luxembourg, et c'est donc en 1959. Voici une carte de visite. Elle a ajouté officier de la Légion d'honneur, tout est en français, sauf le prénom Anna Beffort. Lapsus, ou est-ce que c'est une connivence? Est-ce qu'elle insiste sur son bilinguisme, sur sa double culture? C'est le grand débat. C'est le grand débat au début du XXe siècle. Batti Weber disait Luxembourg hat eine Mischkultur. C'est-à-dire il faut grappiller à gauche et à droite, allemand, français, et le milieu dans lequel elle évoluait. Marcel Noppenay, il n'y avait qu'une langue. Pour moi aussi, d'ailleurs. Je vous laisse deviner. Mais c'est intéressant comme présentation d'elle-même. Et elle habite montée de Clausen 1. C'était la dernière maison en remontant le pont du château, juste avant le château, le pont. Je vous verrai tout à l'heure. Alors là, nous sommes en 1962. C'est la remise du bijou de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française par son Excellence, M. Viaud de la Garde, ambassadeur de France. Donc, Marcel Noppenay, très digne, presque ready, il a reçu, j'ai publié cela, je crois, presque 20 décorations différentes. 20 décorations différentes. Il était collectionneur. Et derrière lui, un differdangeois, Léon Geisen, puisque le père de Marcel Noppenay avait été notaire à Differdange. Et lui, qui était né à Luxembourg, place d'Armes carrément, il s'était très bien senti dans le Minette, où on parlait beaucoup français. C'est près de la Sauvage, hein, qui est un vieux village qui était resté francophone. Et d'ailleurs, dans cette même, j'ai trouvé cette photo, et elle était déchirée. Mais au même moment, dans la même cérémonie, il y a Anne Beffort. Et on reconnaît le même rideau ici. Donc c'est exactement la même époque. Mais quelqu'un a séparé. Bon, là, c'est quelques années avant son décès, 4 années avant. Elle est déjà très marquée. Elle porte les lunettes. Parce qu'en fait, on va dire les 10-15 années, les dernières années, elle était affligée par une cécité évolutive et presque galopante. Elle a passé des années et des années dans une clinique spécialisée en Suisse, où elle est décédée à Davos. Voilà.
85e anniversaire d'Anne Beffort, nous sommes en 1965. Encore une fois, une carte de félicitations. Et ce sont les anciens élèves, et c'est Madame Putz, qui est le docteur Putz, donc, qui était active à la Croix-Rouge. Oui. Oui, pédiatre, oui. Donc elle connaissait très bien. Donc elle avait vraiment, aujourd'hui, on dirait un fan club. Non, je veux dire, elle était extrêmement populaire et respectée. Voilà. Passons à Robert Schumann. Elle était donc son voisin à Clausen. Et elle dit, on montait le même chemin pour aller vers le centre-ville. Donc elle a écrit de très belles choses. Elle lui a écrit de nombreuses lettres. Il a répondu. Alors les lettres d'Anne Beffort sont dans les archives de Robert Schumann à Chazelles. C'est la maison juste derrière Metz, le long de la Moselle. Et les lettres de Robert Schumann sont gardées dans les archives d'Anne Beffort. Voici une lettre envoyée par Anne Beffort à Robert Schumann. Elle est datée de Davos. Elle lui donne des nouvelles de sa santé. Il n'y a rien de politique ni de culturel, mais on sent qu'il y a beaucoup d'empathie chez l'un et chez l'autre. Pour revenir à la grande-duchesse Charlotte, nous sommes en 1957. Donc Anne Beffort, après avoir fait fonder le musée de Vianden, après avoir obtenu le buste de Rodin, qui est toujours sur le pont de Vianden, buste de Victor Hugo, elle a trouvé un autre buste de Victor Hugo très jeune, que voici, c'est le buste des années 1830, et c'est le buste célèbre de David d'Angers. C'est une copie, évidemment, mais elle a pu l'acquérir, elle l'a fait installer dans le parc municipal de Luxembourg, elle a réussi à inviter une nouvelle fois la grande-duchesse, Pierre Frieden, qui était son mentor. Elle connaissait très bien Madame Madeleine Frieden-Kinnen, que j'ai connue aussi, une femme qui a été assez injustement, je dois dire, traitée par un certain journal qui se prétendait libéral et qui avait de grands mérites. C'était une femme très modeste. Donc là, on voit déjà qu'il y a une certaine forme de complicité. Voici une autre photo que je trouve encore plus amusante, la grande-duchesse qui souligne d'un geste l'idée qu'elle exprime à Anne Beffort qui sourit. Le monsieur à côté, c'est Matthias Felten, qui était le directeur ou un des chefs responsables de l'orchestre de radio Télé-Luxembourg et de Télé-Luxembourg à l'époque. Télé-Luxembourg a été fondé en 1955 avec Jacques Navadik. Et donc c'est Villa Louvigny que ça a été pris. Voici maintenant à Clausen, l'ancienne maison, elle n'existe plus, de la famille Beffort. Donc la montée de Clausen, c'est ici. Le pont du château commence ici. Alors vous montez vers le palais, vers l'État, vers le Conseil d'État. Voici, il y a en fait deux maisons ici, ou même trois maisons, petites maisons. Il y a un très grand jardin où il y a beaucoup de rosiers. Elle aime les roses. Et il y a même, paraît-il, un abricotier. À mon avis, c'est le seul du pays que le horticulteur Beffort a réussi à exploiter. Alors vous avez, c'est son neveu qui m'a dessiné cela, donc elle avait son bureau qui donnait sur la rue, le Rosengarten, la Küche, Wohnstube, bon, vous voyez, toutes les choses sont répertoriées, et j'ai même retrouvé un certain nombre de pièces de mobilier. Voici une armoire qui lui servait de bibliothèque, et comme un pur hasard peut faire les choses, elle appartient maintenant à un écrivain, à Tullio Forgiarini, qui est un collègue, professeur d'histoire à Wiltz. Tullio est le fils d'un Italien et sa maman était, ou est toujours, luxembourgeoise. Et la grand-mère de Tullio était femme de ménage chez Anne Beffort. Et Anne Beffort lui a laissé son armoire. Alors, je suis fier de montrer cela, cette passation. Et une autre armoire, voici la Stuffe, le bureau de travail de Anne Beffort dans cette maison. Et vous reconnaissez évidemment un portrait de Victor Hugo. Et un portrait aussi, si je vois bien, de la grande-duchesse. Voilà, c'est toujours encombré, elle a des copies à travailler. Voici une autre armoire qui appartient à Jeanne de Boule, et une table aussi. C'est toujours le même type d'armoire vitrée qui permet de sauvegarder des documents. La dernière photo, nous sommes en 1966, c'est la Pentecôte. Elle est à Davos et elle est accompagnée par sa nièce
Marianne Bausch, épouse Faber, et de sa sœur cadette Cécile. Cécile qui est là et Marianne Bausch qui est là. Voilà, c'est la dernière photo. Et voici l'annonce qui est parue dans le Tageblatt. C'est le comité de l'amicale des anciennes du lycée et le comité de la Société des Amis de Victor Hugo. Vous remarquerez qu'elle n'a pas eu d'enterrement religieux, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas croyante, mais elle se méfiait de l'Église. Donc c'est la distinction entre anticléricalisme et libéralisme. Alors j'ai été évidemment au cimetière de Neudorf. Voici la tombe familiale. On a gardé la croix. Il y a juste l'inscription Anne Beffort, professeur, et les dates de naissance et de décès. Je dois accélérer l'œuvre de Anne Beffort. Voici la thèse, publiée en 1908. Anne a travaillé sur Alexandre Sumet, qui est très peu connu aujourd'hui, que j'ai appris à la Sorbonne, et c'est Gustave Lançon qui lui a suggéré. Sumet est un écrivain qui a écrit de la poésie, des essais, de la prose et du théâtre, mais qui a commencé sous l'Ancien Régime et qui était un peu mal tombé puisqu'il a été suivi par un Victor Hugo qui est le rouleau compresseur et qui écrase tous les écrivains, disons, les seconds couteaux. Mais elle a fait un très très bon travail de recherche dans les archives, de rédaction. Elle a un très bon jugement. C'est un très bon travail. J'ai lu des thèses de 700 pages qui ne valent pas les 150 d'Anne Beffort. Voici un texte intéressant, peu connu. Nous sommes le 5 décembre 1918. Le 11 novembre, armistice. Qu'est-ce qui arrive à Luxembourg? Il y a des prisonniers de guerre qui sont à Luxembourg. Il y a des Russes. En 1918, vous imaginez les Russes, le préjugé, les Russes barbares, cruels, ingérables. Elle va prendre leur défense. Elle les appelle les misérables. Et elle les décrit dans le journal de la bourgeoisie chic de Luxembourg. Les prisonniers russes venaient d'arriver et descendaient à l'école de Clausen. Ils portaient encore leurs uniformes de forçat. Forçat, un terme emprunté à Victor Hugo, dans Les Misérables de Victor Hugo. Et marchaient dans la poussière de la route, silencieux, accablés par plus de 4 ans d'esclavage. Ils marchaient tristes et mornes à côté des régiments allemands qui ne regardaient même pas, indifférents à tout, comme des gens qui ont trop souffert et se laissaient aller sans courage, sans énergie. S'ennuyaient-ils, pensaient-ils à leur famille et à leur foyer? Bon, je saute un peu. Je lis les 3 dernières lignes. À toutes nos questions, il ne répondait rien. Il y en avait un qui est allé dans la famille Beffort. Il ne répondait rien. Il avait l'air insensible ou stupide. Soudain, il désigna du doigt ma mère et dit avec un geste expressif « Mamki kaput ». Donc, c'est l'universalité de l'amour maternel qui s'exprime. Les Russes ne sont pas du tout les barbares, ce sont des hommes malheureux. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé un autre document qui concerne les Boy Scouts d'Echternach, les Boy Scouts de la FNAL, les libéraux, les Boy Scouts d'Emile Meyrich. Voici ces Boy Scouts. Nous sommes en 1918 également, le 16 novembre, 5 jours après l'armistice. Nous sommes quelque part à Clausen et vous avez des Boy Scouts, voilà leur foulard, ils viennent d'Echternach. Ils ont préparé le repas pour des prisonniers belges, bon on comprend, c'est des cousins, italiens, ça passe encore, et russes. J'imagine les mamans d'Echternach qui autorisent leurs fils à aller à Luxembourg, dans un faubourg mal famé, à les nourrir des Russes. Aujourd'hui, même, ça passerait encore mal. Donc je trouve ça tout à fait remarquable aussi. Voici une autre œuvre de Anne Beffort, ça s'appelle L'Enfant, dans l'œuvre de Victor Hugo, et particulièrement Les Misérables. C'est ce que l'on appelait à l'époque une dissertation de programme. Je m'explique. Les instituteurs, ils avaient 4 grades, du 4e au 1er. Les professeurs, ils avaient des classes. Vous commenciez professeur de 3e classe. Pour être nommé à l'Athénée, il fallait être de première classe. Et pour obtenir le classement, il fallait fournir, après la thèse ou les 2 thèses du professeur, une dissertation de programme, 30-40 pages, qui était publiée dans le programme du lycée.
chaque année. Et donc voilà le travail d'Anne Belfort. Elle connaît Les Misérables par cœur. Elle fait un très très bon travail. Voici un texte très intéressant, le seul que j'ai trouvé, publié en langue luxembourgeoise et publié en 1945 dans Theemecht, qui est un journal éphémère publié par Pierre Frieden, qui a pris 3 ou 4 numéros. Pareil, elle décrit le Paris qu'elle a connu, qu'elle admire, les bibliothèques, les musées, la cathédrale, les cafés, la gastronomie. C'est un très beau texte en luxembourgeois qu'elle a aussi publié d'ailleurs en français. Alors, son collègue, son confrère, Marcel Noppenay, lui a dédicacé une édition de son livre Le Prince Avril. Noppenay était né en avril. L'avril, le mois d'avril, c'est l'éveil du printemps, le côté prime sautier, un peu insolent, un peu lunatique. Et d'ailleurs, il va mourir aussi en avril. Alors, il lui écrit cette poésie que je trouve amusante pour l'an 9. Nous sommes en 1945. Pour l'an 9, mademoiselle, veuillez recevoir les vœux sur un Pégase sans aile. Pégase, c'est le cheval ailé de la poésie. Bon, à son âge, il a 70 ans bien tassé. Pégase sans aile, d'un Apollon sans cheveux. Mais il reste quand même Apollon, qui, fervent du savoir-vivre, honnête mais puéril, dépose à vos pieds ce livre et signe Le Prince Avril. C'est joli, c'est publié dans Signe sur le sable en 1948. Alors évidemment, Anne Belfort est associée aux Roses, et la présidente Claudine Hals est là, du Luxembourg Patrimoine Rose pour Luxembourg. Elle a eu beaucoup de mérite, mais elle n'est pas la première. On a beaucoup déjà fait mousser l'idée des roses associées à la ville de Luxembourg. Voici par exemple une publicité pour 1950 pour la journée de la rose. Anne Belfort a publié dans Clarté, un autre journal éphémère en 1945, un texte français où elle fait l'éloge de la rose, chanté par évidemment Ronsard en France et d'autres. Ouais. Mais, dit-elle aussi, les roses sont associées à l'identité esthétique de la ville de Luxembourg. Et elle dit, pendant la guerre, nous avons dû enlever les rosiers pour cultiver des patates ou pour ne pas crever de faim. Et quand les roses reviennent, c'est la liberté qui revient, la beauté, la gratuité de la beauté. Très beau texte. Alors, elle a publié en 1961 2 tomes en même temps, qu'elle intitule, c'est un peu malheureux, un peu maladroit, Souvenirs. Ce ne sont pas vraiment des souvenirs. Ce sont des textes de discours qu'elle a faits ou d'essais, de reportages qu'elle a publiés sur des fêtes hugoliennes, sur la présence de Hugo à Luxembourgville ou à Vianden. Et donc c'est un peu plutôt un livre de textes un peu éparpillés, mais qui sont intéressants à lire. Le deuxième tome, c'est Victor Hugo et nous. Alors, mon grand modèle, qui était, Tony Bourg, a publié un compte-rendu et il fait une critique légèrement ironique pour Anne Belfort. Il dit « Naturellement admiratrice et idéalisatrice, elle tend vers le beau comme la flamme tend vers le haut. » En plus, ça rime. Hein. Ouais. Tony Bourg avait été déporté, il avait été muté en Allemagne, il avait supporté les brimades du régime allemand, il était relativement réaliste, il n'avait pas le côté énergique et solaire de Anne Belfort. Ce n'est pas un reproche. Alors voici un autre texte qui figure dans les souvenirs, c'est un texte qui se rapporte à la Première Guerre mondiale. Tout à l'heure, on avait le texte d'apitoiement sur les prisonniers russes. Voici un texte sur des prisonniers français. Et vous savez que Luxembourg était embarrassé, puisque le Kronprinz était venu s'installer. Dieu sait qu'il a suscité des problèmes dynastiques, puisque Marie Adélaïde, qui semble-t-il était un peu éprise de lui, a un peu trop fréquenté la cour allemande, au point qu'elle était tenue comme insupportable et elle a dû abdiquer.
Donc la question se posait, est-ce que le Luxembourg neutre peut se permettre d'exprimer une quelconque préférence pour des prisonniers, français ou allemands? Il y avait des deux à Luxembourg. Elle parle d'un prisonnier français qu'elle va visiter. C'était à Luxembourg en décembre 1914. Un matin, on avait déposé au parloir du couvent des Carmélites 4 soldats blessés que des gens charitables avaient recueillis sur les champs de bataille. Ils étaient dans un état affreux, plus morts que vivants, trempés, sales, tachés de sang, leurs figures livides, effarées, disaient, criaient l'horreur de la guerre, ils vous remplissaient l'âme d'une pitié sans nom. Donc elle va voir comment elle pourra aider. Elle aidera un de ses blessés à écrire une lettre à sa fiancée. La lettre partira, il mourra. Donc c'est un peu mélodramatique, mais ça montre à quel point elle était quand même impliquée dans les questions de la guerre. Voici ce que scientifiquement elle a fait de mieux. C'est une thèse que je connaissais quand j'étais à Paris il y a 50 ans, qui est très respectée aujourd'hui. C'est une thèse d'un professeur français, Jean Malian, Victor Hugo et l'art architectural. C'est la Bible. C'est la Bible pour comprendre la façon dont Victor Hugo abordait les ruines, notamment de Vianden, mais aussi de Burscheid ou de Brandebourg. Et c'est Anne Beffort qui avait fourni toute la bibliographie concernant les ruines luxembourgeoises. Je me permettrai d'ajouter un petit commentaire. Tout à l'heure, je vous ai montré la photo avec Victor Abens, qui était le bourgmestre emblématique de Zushi Feinergeschwart. Je connaissais très bien Vic, et on raconte de lui, après la guerre, quand ils sont revenus, la moitié de Vianden était ruinée. Il aurait envoyé, paraît-il, une lettre à Luxembourg. Heureusement, les ruines du château sont intactes. Victor Hugo avait un peu la même conception. Il faut laisser le passé comme il est, en ruine. Il ne faut pas le reconstruire. J'ai connu 3 ou 4, et très bien 3 ou 4 bourgmestres de Vianden. Je leur disais, je suis content de voir que le château restauré amène presque 200 000 visiteurs par an. Mais je ne suis pas sûr que Victor Hugo soit resté. Il n'aurait pas aimé. Il avait trop de choses dans la tête. Il n'avait pas besoin de mobilier acheté pour remplir. Il remplissait par les idées. C'est un peu l'idée d'Anne Beffort. Le chant du rossignol, c'est un texte peu connu qu'elle a dédié à Pierre Frieden. Elle visite Clausen avec Pierre Frieden, ministre, qui arrive avec sa belle voiture avec chauffeur, et elle lui fait découvrir la nature de Clausen, la forêt verte. Hein, parce que c'était une femme à la fois une citadine et aussi, je crois, une rurale, la fille de son père. Dernière partie, très rapidement, la survie d'Anne Beffort. D'abord, un portrait d'une artiste tchèque qui s'appelle Iva Mračková, qui est installée sur la Moselle. Elle a fait le portrait de Germaine Götzinger ou d'Aline Marguerite de Saint-Hubert, ou ici d'Anne Beffort. C'est un portrait assez suggestif, et vous allez retrouver ici 2 timbres qui sont pratiquement contemporains, 2010 pour Anne Beffort, 2016 pour Marcel Noppenay. Je vais dire une critique un peu. Vous savez que Anne Beffort n'est devenue professeur que très tard, en 1918 ou 19. C'est-à-dire le gouvernement luxembourgeois n'a pas très rapidement reconnu ses mérites. Quand le lycée de jeunes filles a changé de nom et est devenu Robert Schuman, on peut avoir un œil qui pleure, un œil qui rit. Normalement, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas d'option. C'était lycée Anne Beffort. Bon, contre Robert Schuman, il n'y a rien à dire, mais je ne sais pas s'il a mis une fois le pied à l'intérieur de ce bâtiment. C'est grâce à Anne Beffort qu'il a donné son nom. Donc ça, c'est une critique. Par contre, il y a des représentants du gouvernement. Par exemple, ici, ces 2 timbres, c'est la Poste, qui est aujourd'hui une entreprise privée. Hein. C'est l'entreprise des Postes qui a pris l'initiative. Elle a demandé, non pas au gouvernement, non pas au ministre, mais au Centre national de littérature, dirigé par mon collègue Claude Conter, est-ce que vous avez des noms à proposer? Et Claude a proposé, ben voilà, entre autres, d'autres aussi, Anne Beffort, Noppenay. Si je compare les deux, Noppenay, c'est banal, vous
comme représentation. Par contre, le portrait d'Anne Beffort, là, il y a de la flamme, il y a de la fougue. Hein. C'est un très beau timbre à gauche, à droite, c'est assez quelconque, je trouve. Alors, voici un quartier littéraire. Ça existe à Luxembourg. Il n'y a que des noms d'écrivains. C'est au Kirchberg. Donc, vous avez là la rue Anne Beffort, et dans le voisinage, vous avez aussi, excusez-moi, non, je avance trop vite. Et en dessous, vous avez la rue Marcel Noppenay, vous avez aussi la rue Joseph Hess, encore un écrivain, Joseph F, qui est historien. Voilà. Alors, je continue. Il y a aussi Marcel Royland, le luxembourgeois, qui est originaire d'Echternach, boulevard Pierre Frieden. Voilà. Alors, en 2014, c'est un cousin éloigné, un Français vivant aux États-Unis, qui a publié une biographie, Anne Beffort, ou Comment donner du sens à sa vie, la victoire d'une femme seule face à un monde d'hommes. Oui, c'est très bien résumé, elle s'en est tirée vers le haut. Très bien. Il s'appelle donc Jean-Jacques Vitrac. Alors moi-même, j'ai eu l'occasion, en 2016, de publier ce livre-là, si vous pouvez l'acheter si ça vous intéresse. Donc c'est une anthologie de textes avec une biographie très détaillée. J'ai eu beaucoup de retours de la part des membres de la famille. Et ça a été édité par le Centre culturel de Differdange, dirigé par mon collègue et ami Cornel Meder, malheureusement décédé il y a 2 ans. Alors on a fondé également un prix à l'initiative de la ville de Luxembourg, Mme Lydie Polfer et Colette Marthe, chargée de la culture, le prix Anne Beffort. Il est attribué depuis 2003, non pas seulement à des femmes, ce serait facile, mais à des personnes qui se sont engagées pour l'égalité des sexes. Et vous allez voir, il y a des résultats parfois surprenants. Ici, le planning familial, c'est vrai que ça concerne les femmes et aussi les hommes, dans le meilleur des cas. Donc, 2016, et elle a été honorée par ma collègue Myriam Zunen, qui est elle-même doctorante, enfin détentrice d'un doctorat à la Sorbonne, comme moi-même. Je ne sais pas où elle a passé sa soutenance, mais moi je l'ai soutenue dans la même salle qu'Anne Beffort, la salle Liard. Louis Liard, qui était le recteur de l'Académie de Paris, la salle qui est juste, si vous rentrez dans la cour de la Sorbonne, vous avez la chapelle de Richelieu, à gauche, statue de Victor Hugo, vous rentrez, c'est juste la salle joliment décorée où elle a obtenu son diplôme. Donc, Myriam Zunen s'est intéressée sur le symbolisme de la médaille de la Légion d'honneur. Alors, Stéphane Bern, il écrit sur tout et son contraire. Parfois, il ferait mieux d'attraper les occasions de se taire, parfois aussi. Bon, là, pour une fois, il a raison, Stéphane Bern et les femmes, il trouve quand même l'occasion de faire l'éloge de Anne Beffort. Voilà. Vous avez des rues qui portent les noms de nos 2 présidentes des Amis de la Maison de Victor Hugo, Rosemary Kiefer, que j'ai très bien connue, qui avait pris la succession de Anne Beffort. Alors, baptême du rosier grimpant Anne Beffort, c'est une idée commune. Je pense être à l'origine de l'idée, je l'avais proposée à Claudine, et comme elle a une association extrêmement active, ça a duré un peu plus d'1 année pour que le rosier, avec un beau rose un peu ocré, un peu jaunâtre, soit baptisé, on appelle cela comme cela, en septembre 2019 au parc Mansfeld, donc tout près de la maison de Anne Beffort, avec tout un programme. Il y avait même une réception chez l'ambassadeur de France, M. Bruno Perdu, et il y avait toute la famille, notamment ici, les 2 nièces de Anne Beffort qui vivent à Luxembourg, M. Vitrac qui était là. Voilà le rosier avec ses belles couleurs. On va voir d'autres images aussi, toute la famille réunie. Claudine, la présidente, elle a fait la surprise, c'était du théâtre, c'était du cabaret mais réussi. Elle avait amené un vieux téléphone. On se demandait, mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec ça? Elle a soulevé l'écouteur, elle a parlé à Anne Beffort au ciel, en français et en luxembourgeois. C'était une allégorie. Hein.
Alors on appelle ça, lorsque vous faites parler une idée, ou quand tu fais parler une personne disparue, on appelle ça techniquement une prosopopée. Donc c'est une prosopopée de Anne Beffort qui a d'ailleurs été publiée dans la presse. Voici Lily Polfer qui a fait un discours aussi. Et voilà le téléphone qui permet d'entrer en contact. Voilà Anne Beffort aussi. Toute la famille, encore une fois, réunie dans un article du Letsboya Wort. Il y a quelques semaines, j'ai reçu de Patrimoine Rose un diplôme pour un rosier. Et je m'étais permis, je ne sais pas si tu as remarqué, je me suis permis de faire un faux en écriture. J'ai signé de mon pseudonyme français, avec la bénédiction d'Anne Beffort. Bist nog zo een ICP'te van een roezenstok. Je suis parrain d'un rosier. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors le prix Anne Beffort 2019, à la grande surprise, a été attribué à la ville de Luxembourg, à son conservatoire, pour un cours de danse pour garçons. C'est ça l'égalité des chances, vous voyez? Même les garçons ont le droit de faire de la danse classique. Alors voici le discours de Claudine Hals, qui a été publié dans l'Avarte, avec une belle photo qui a servi pour le timbre d'Anne Beffort, avec la prosopopée. Voilà, j'en suis arrivé à la fin de mon exposé. Je vous remercie pour votre patience. Je remercie surtout Alain. Tu nous as sauvé la mise. Oui. Donc, tu mérites symboliquement la croix d'honneur. Voilà, merci beaucoup. Et il y a des dizaines de personnes qui m'ont aidé. Merci. Merci. Merci.